Donc voilà, bonjour à tout le monde. Et donc on va commencer logiquement par un petit voyage dans les périodes obscures et reculées de l'archéologie, avec la présentation du bilan des 4 années de fouilles sur l'enceinte néolithique de la Jeune-Toie. Donc je passe assez vite sur la localisation, je pense que maintenant tout le monde sait à peu près où ça se situe. Donc cette enceinte, elle est située à la confluence actuelle de l'Arroux et du Ternin, sur une petite terrasse non inondable. Alors on ne sait encore pas trop si c'était la même chose à l'époque du néolithique, mais c'est la situation actuelle. Et donc évidemment une localisation très prisée pour ce genre de site à l'époque. Donc c'est une enceinte palissadée à fossé interrompu, donc un cas unique dans la région si on accepte le département de l'Yonne qui lui par contre en regorge. Donc c'est la seule enceinte de ce type connue pour la Nièvre, la Saône-et-Loire et même la Côte d'Or. Donc en revanche, si on élargit les comparaisons, on va trouver des exemples tout à fait comparables dans le nord de la France notamment, du nord de la France jusqu'en Vendée ou en Charente. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Donc c'est des sites qui sont assez similaires à ce qu'on a sur Autun. J'attire votre attention sur l'enceinte de Bazoches-sur-Vesle, qui comporte un petit appendice. Donc qui a été construit après l'abandon d'une grosse partie de cette enceinte et qui correspond non pas certainement à un agrandissement, mais plutôt à une réduction de la surface habitable en fait. Donc on verra qu'on a quelque chose d'assez similaire pour Autun. Donc l'historique des recherches, donc le site est connu depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, avec les premiers travaux de la société Edouenne, qui à l'époque surveillait déjà les exploitations de gravier. Donc à cette époque-là, Jean-Gabriel Bulliot avait fouillé quelques trous du poteau de la palissade. On n'est encore pas tombé dessus en fouille actuellement. Donc le site tombe ensuite un peu dans l'oubli. Il faut attendre la sécheresse de 1976 et les photos aériennes pour le redécouvrir en quelque sorte et l'interpréter en tant que tel. Et ensuite, il va falloir attendre les années, la fin du XXe siècle et le développement de l'archéologie préventive pour avoir les premières opérations de terrain qui ont été menées par Jean-Paul Thévenot et Jean-Paul Guillaumet dans un premier temps, qui avait fouillé une petite fosse, et par moi-même lors d'une campagne de sondage sur le défunt projet de la déviation d'Autun. Et donc c'est en 2017 la première campagne de fouille dans le cadre du PCR Autun-la-Jeune-Toie. Donc voilà donc le plan de l'ensemble des fouilles qui ont été faites, donc en 2017, 2018, 2019 et 2021. Donc on a une interruption en 2020, non pas pour cause de Covid, mais pour cause d'emploi du temps. Il faut le signaler quand même. Donc la surface l'emprise qui a été fouillée en 2021, c'est celle qui est en jaune, donc une assez grande surface, et qui était nécessaire pour la compréhension de toute la structure spatiale du site. Et avec cette zone, on va ajouter ce petit sondage qui correspondait à un sondage réalisé par Stéphane Alix dans le cadre du quartier artisanal gallo-romain, qui a recoupé également la palissade. Donc on a ici une photo du site après son décapage. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on ne voit rien. À part ici le fossé qui était à peu près bien nettoyé, mais le reste n'apparaît absolument pas. Et c'est une des grosses difficultés de la fouille de ce site. Donc on a monté un petit programme de prospection géophysique
donc qui est réalisé après le décapage de la fouille, ce qui permet d'éliminer la plupart des anomalies modernes, et qui nous donne un plan des structures tout à fait correct et précis. Donc là, on va reconnaître la palissade avec ses trous de poteau. On reconnaît également ces deux tronçons de fossé. Alors, on a ici ce qu'on interprétait avant de les avoir fouillés comme deux structures, deux fosses bien circulaires. On a des choses plus petites qui correspondent à des emprises de bâtiments. Et ce qui avait motivé également donc la localisation de cette fouille dans ce secteur, c'est ces structures linéaires là qu'on interprétait déjà à l'époque comme des fossés, mais qu'il fallait confirmer. Donc ces prospections géophysiques post-décapage sont vraiment essentielles à la compréhension des structures de ce site qui restent assez mystérieux si on ne les applique pas. Donc voilà le plan après fouille cette fois. Donc on retrouve la majeure partie des éléments que je vous ai mentionnés, hein, donc la palissade, les bâtiments sur trous de poteau ici, les deux tronçons de fossé, et ces deux fossés donc, qu'on a fouillés. Alors il s'avère que ce sont deux fossés également néolithiques. Donc ils sont construits à partir de ce tronçon de fossé qui, lui, était comblé à l'époque, puisque donc, on s'aperçoit très bien que le remplissage du petit fossé vient recouper le grand fossé. Donc ça, c'est un fossé simple, et celui-là, c'est un fossé également interrompu et palissadé, puisqu'on a trouvé des trous de poteau donc, au fond du creusement. Donc ça, c'est intéressant. J'en reviens à ce que je vous montrais tout à l'heure pour Bazoches-sur-Vesle. Donc on est très certainement dans un cas un peu similaire, donc soit d'un agrandissement de l'enceinte, ou soit d'une réduction de cette enceinte dans le cas où la grande enceinte était abandonnée. Donc les deux structures circulaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, il s'agit de structures foyères à pierre chauffée. Donc c'est les deux premières qu'on trouve sur ce site, mais qui sont assez largement connues par ailleurs pour les mêmes périodes du néolithique, notamment dans le sud-ouest de la France. Donc il s'agit d'un simple creusement circulaire qu'on a comblé avec des pierres et sur lequel on a allumé un feu assez puissant pour chauffer les pierres. Et donc on les interprète comme des structures des foyers à vocation domestique qui étaient destinés à faire cuire les aliments, donc à l'étouffer. Donc, autre chose également, c'est que comme sur le site, la ressource en pierre est très, très limitée, en fait, on a pris un peu tout ce qu'on a trouvé pour les remplacer, ce qui fait qu'on a beaucoup de meules brisées, donc qu'on reconnaît très bien avec leur face très polie et très usée. On a même une hache polie, donc voilà, donc on a tout récupéré pour pouvoir réaliser ces foyers. Bon, donc, le fonctionnement du foyer, donc l'ethnologie nous offre des apports assez convaincants, des apports actuels, notamment en Polynésie, mais on trouve ces structures un peu partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud. Donc ici, donc, on retrouve très bien les structures que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc avec les pierres qui ont chauffé, on dispose les aliments sur les pierres et on recouvre de végétaux, je ne sais plus ce que c'est exactement. Et donc, ces aliments cuisent à l'étouffer. Voilà ce que ça donne plus tard. Donc maintenant, les bâtiments, donc c'est assez rare de trouver des bâtiments dans le cas de ces enceintes qui sont en général vides. Donc ici, on a la chance de trouver au moins une ligne de bâtiments qui est contre la palissade, en fait. Donc c'est des bâtiments sur poteaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est de simples trous dans la terre qui sont comblés par des matériaux de coloration différentes, ce qui nous permet de les identifier. Donc on a 4 bâtiments pour le moment, avec des modules assez comparables. Alors, par contre, on a des bâtiments à 2 nefs, des bâtiments à 1 nef,
Donc c'est assez variable dans les conceptions architecturales. Donc là, je passe assez vite. Donc des trous de poteaux, évidemment. Donc voilà ce que ça donne un peu sur le terrain. Donc on reconnaît très bien, on les trouve en général assez bien lorsque le poteau a brûlé ou s'est dégradé dans son trou. Donc c'est ce qui donne une coloration très noire. Et donc voilà, donc c'est pas ce qu'on préfère fouiller en général, je vous l'avoue franchement, mais il faut le faire. Donc on a maintenant, donc, pour le bilan des 4 années de fouilles, un tronçon de la palissade de l'enceinte déjà assez conséquent, qui nous permet une première étude spatiale. Donc on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, donc les bâtiments sont organisés le long de la palissade. Donc ils ont des orientations de leur longueur assez différentes. Mais une constante, c'est qu'en fait, l'axe de leur orientation est toujours perpendiculaire au tronçon de la palissade qui fait face au bâtiment. Alors, on peut pousser également plus loin cette étude spatiale en étudiant cette fois les espaces vides, c'est-à-dire les tronçons entre les fossés et les espaces vides entre les bâtiments. Donc, ce qui nous donne que ce résultat, qui est assez intéressant en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a une coupure dans les fossés, on se trouve dans un espace qui est entre les bâtiments. Donc, ce qui nous pousse un peu à dire que l'organisation de l'enceinte et sa conception a été très, très réfléchie donc avant et pendant sa construction. Et d'ailleurs, quand on regarde les trous de poteaux, on s'aperçoit que la réalisation de tout ce site a certainement été assez rapide en tant que mise en place. Donc évidemment, là, ce n'est pas le fait d'un groupe à structure sociale limitée, mais on peut imaginer déjà une structure sociale assez développée et une main-d'œuvre conséquente. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai calculé si pour tout le pourtour de la palissade qu'on connaît, enfin qu'on le connaît tout d'ailleurs, il a fallu abattre entre 5 et 600 chaînes de 40 à 50 cm de diamètre rien que pour réaliser la palissade. Donc c'est quand même un travail conséquent. Si en plus on ajoute le creusement des fossés, donc c'est quand même un travail, surtout avec les moyens de l'époque, très conséquent. Donc on peut faire des comparaisons avec ces structures spatiales avec d'autres sites, qu'ils soient régionaux ou extra-régionaux. Je vous ai mis en exemple le site de Clairvaux-les-Lacs. Alors il faut faire attention puisque c'est 2 sites complètement différents. Le site de Clairvaux est un site d'habitat littoral lacustre et le site d'Autun est réellement un site de terrestre. Mais on retrouve finalement cette organisation de bâtiments qui est située contre une structure de délimitation. Là, ici, c'est une clôture. Et avec donc une seule rangée de bâtiments qui court tout le long de la clôture. Donc on a quand même des constantes architecturales. Alors, donc pour la fouille de la palissade, vu qu'on n'était pas très, très satisfait des méthodes de fouille qu'on mettait en place jusqu'à présent, donc qui consistait à fouiller le trou de poteau sans toucher sa bordure, en fait, et donc ce qui ne permettait pas une bonne lecture du remplissage. Donc on essayait de mettre en place une autre méthode qui est de réaliser une tranchée qui recoupe tous les poteaux. Donc ici, on a pu étudier beaucoup mieux les remplissages des poteaux, à la fois le remplissage des poteaux et à la fois le sol géologique encaissant, donc qui donne aussi de bonnes indications, notamment sur les procédés de remplissage et de dégradation du sol géologique. Donc en gros, voici un tronçon de relevé. Donc on a fouillé 30 poteaux cette année. Donc encore une fois là, la lecture des structures est relativement difficile. Donc là, on a les bordures, donc on voit que c'est quand même pas très net. Là, on a une autre bordure et le fond du poteau est là.
Donc ce qui est assez constant dans ces poteaux, c'est la présence d'une zone beaucoup plus sombre qui caractérise le poteau tel qu'il était dans sa fosse. Et donc c'est dans cette zone noire qu'on va trouver quasiment la totalité du mobilier qu'on rapporte à l'enceinte. Donc il apparaît que la plupart des poteaux sont restés en place dans les poteaux, dans leurs trous, mais certains par contre montrent des traces en biais qui caractérisent en revanche des arrachements du poteau. Donc les fossés, je passe assez vite là-dessus aussi, mais donc il est évidemment intéressant de les fouiller parce qu'on trouve du matériel dedans, mais le relevé de leur coupe donne des indications sur l'histoire et la chronologie du site. Alors là, c'est l'exemple de 2 coupes qui ont été pratiquées à la fois dans le grand fossé, à la fois dans le petit fossé qui le recoupe, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on s'aperçoit sur cette grande coupe que les matériaux qui viennent combler le grand fossé proviennent de l'intérieur de l'enceinte. On a des pendages dans ce sens-là, en fait. Donc avec des couches plus ou moins pierreuses. Alors on ne sait pas encore si ces couches très pierreuses proviennent de l'éboulement de talus, qui sont des structures très souvent associées à ces enceintes, ou alors juste d'un effondrement des parois du fossé. La petite coupe, en revanche, montre une organisation tout à fait différente, avec des couches qui vont carrément dans l'autre sens. Et donc là, on peut penser que ce fossé a été comblé lorsqu'on a, avec les matériaux extraits du creusement du petit fossé. Donc voilà, un des principaux résultats, c'est la mise en évidence d'au moins 2 phases chronologiques dans l'histoire du site. Donc avec en phase 1, si on en juge par le mobilier et les datations radiocarbone, donc on se trouve vers 4800-4500 avant notre ère, donc au début de ce qu'on appelle le néolithique moyen. Donc, avec la mise en place des principaux éléments structurants du site, c'est-à-dire de la palissade, des bâtiments et du grand fossé. Et la phase 2 donc, est plus difficile encore à comprendre encore maintenant. Donc, on se trouve là, par contre, entre 4500 et 4000 avant notre ère, donc en gros au milieu du néolithique moyen. Donc là, c'est certainement là qu'intervient le comblement du grand fossé, avec une bonne partie, sur une bonne partie de son tracé, des recreusements qui semblent fonctionner donc avec les 2 petits fossés que je vous ai montrés tout à l'heure. Et par contre, en revanche, l'enceinte et les bâtiments, à mon sens, devaient toujours être en place. Mais par contre, on va boucher à cette époque les entrées qu'on a trouvées au niveau de la palissade, qui sont caractérisés par des poteaux de beaucoup plus petite taille. Et donc ces poteaux sont certainement des condamnations des axes de circulation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le mobilier archéologique, donc on commence à avoir une bonne collection au niveau de la céramique qui nous permet de pouvoir débuter une sériation de ce mobilier. Donc c'est Anthony Denner qui se charge très gentiment d'ailleurs de cette étude. Alors ce qu'il faut remarquer pour le mobilier d'Autun, c'est son excellente qualité, alors qui n'est pas due qu'à un bon environnement de conservation, mais qui a dû aussi également à une excellente technologie appliquée. Donc on trouve très régulièrement des céramiques à pâte fine, très lustrées, et des céramiques décorées, donc qui sont plus rares dans ces contextes du néolithique moyen. Donc le mobilier de la fouille de 2021 nous permet de voir 2 choses, c'est-à-dire donc le remplissage du grand fossé. Donc je vous parlais, donc je vous disais qu'il avait été comblé de façon prématurée. Effectivement, on va trouver les éléments les plus anciens dans ce fossé,
tandis que dans le comblement des poteaux et du petit fossé, on va trouver des éléments beaucoup plus récents, donc qui appartiennent certainement à la deuxième phase. Donc on peut, par cette étude, esquisser les relations culturelles, donc, qui sont à courte et longue distance, c'est souvent le cas pour ces sites du néolithique, donc avec des relations culturelles qui sont essentiellement tournées vers l'ouest, donc avec les groupes de Chambon, du bassin parisien, le Cerny, mais on peut aller également jusqu'en Bretagne avec des bonnes comparaisons sur le site d'Erlanic. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de Bretons dans la salle, parce que le site d'Erlanic est dans le Morbihan, il est plutôt par là. Donc c'est une erreur de dessin en fait. Donc pour ce qui est du mobilier, de l'industrie lithique, c'est pareil, on commence à avoir un corpus d'outillage assez étoffé, donc avec une industrie laminaire prédominante, donc ça c'est typique de cette époque du néolithique moyen, avec sur du silex blond en général, quelques armatures de flèches perçantes, quelques grattoirs et quelques perçoirs. Donc tout l'éventail de l'outillage qu'on peut trouver sur des sites d'habitat. Alors donc, comme le bassin de l'Autunois n'est pas même pas du tout porteur en silex, donc il a fallu aller chercher ailleurs. Et donc là, Marie Imbaud nous a fait une très belle étude d'ailleurs sur l'origine des matières premières. Et on s'aperçoit qu'on a une dynamique de réseaux commerciaux qui est à peu près la même que celle de la céramique, donc avec une provenance qui est pour l'essentiel de la vallée de la Loire et du Pays de Gien, avec 250 pièces identifiées. On a un peu de silex champenois également, un approvisionnement local sur les côtes chalonnaises et mâconnaises, et un approvisionnement également méridional sur le Cantal et sur le massif du Luberon notamment. Donc on s'aperçoit que l'économie du site est à la fois basée sur des ressources régionales, mais également sur des ressources beaucoup plus lointaines. Donc voilà, j'en termine pour ce bilan. Donc les perspectives pour l'année 2022 vont consister à arrêter un peu, momentanément peut-être, je ne sais pas trop, les recherches sur l'enceinte. Donc on a déjà fouillé un grand tronçon et il n'est bien sûr pas question de la fouiller entièrement. Et on va se consacrer plutôt donc à la structure spatiale interne à cette enceinte, donc avec la réalisation d'un sondage assez conséquent, donc qui va pousser les recherches jusqu'au centre de l'enceinte. Alors on va voir, on a vu, mais je ne vous donne pas les résultats. Et également un autre sondage qui va se positionner ici, près du théâtre, au niveau de ces petits enclos qu'on voit, qui sont des enclos fossoyés. Donc on a un peu du mal à interpréter, alors enclos funéraires néolithiques, mais peut-être également structure de l'âge du bronze, puisque donc sous le théâtre, à l'occasion des fouilles qui ont eu lieu précédemment, on sait qu'on a déjà un site de l'âge du bronze. Alors bien sûr, j'ai demandé à ce qu'on enlève le théâtre, mais ça ne va pas être possible, je crois. Donc on va se contenter de ce qui est accessible. Et voilà, donc c'est fini. En remerciant bien sûr toute l'équipe de fouilles qui fournit tous les ans un excellent travail dans les conditions que je vous ai décrites, qui ne sont pas toujours favorables, et pour 2021, des conditions pluvieuses exceptionnelles.